Allô, Zebra 3, vous m'entendez? Détective Starsky, vous me recevez? Oui, capitaine. Ben non, c'est pas moi, hein, le capitaine Dobé. Hein, dis-lui, Hutch, que c'est pas moi. Bah, Hutch, quoi? C'est le capitaine, c'est Dobé, non? Une petite minute, chef. Bon, ok. Ben, au moins, il me laisse être le chef de la vidéo, donc on y va. Starsky Hutch, c'est tout de suite. Tout commence en 1974 lorsque les producteurs Aaron Spelling et Leonard Goldberg, connus entre autres pour les méga succès télé Drôle de Dame, Charlie's Angels et La Croisière s'amuse, The Love Boat, demandent au scénariste William Blinn de créer 2 nouveaux personnages de flics. À l'origine, Starsky Hutch devait jouer dans The Rookies, une série policière inédite en Europe qui suivait les aventures de jeunes flics novices et également produite par Spelling et Goldberg. Mais le projet n'aboutit pas. Ensuite, Starsky Hutch devait se passer à l'origine de nuit et s'appelait Nightside, qu'on pourrait traduire par service de nuit. L'idée a finalement été abandonnée car ça coûtait trop cher et les producteurs ont décidé de la tourner de jour et de l'intituler Starsky Hutch. Selon Goldberg, les noms des 2 flics proviendraient de la série de timbres verts S&H pour Sperry et Hutchinson, très populaire aux USA jusqu'à la fin des années 70. C'étaient des timbres qui permettaient d'acheter des produits en tout genre dans leur catalogue. Alors les 2 policiers télé seraient également inspirés de 2 vrais flics de Brooklyn, David Greenberg et Robert Hantz, qui ont résolu de nombreux crimes à New York au début des années 70 et ils étaient surnommés Batman et Robin. Une autre influence serait encore le film Bustin' de 1974 avec Elliot Gould et Robert Blake. Le film suit 2 flics qui combattent le crime organisé mais doivent faire face à la corruption policière. Au passage, Antonio Fargas, alias le futur Huggy les bons tuyaux, jouait déjà dans ce film. Alors Goldberg et Blinn retiennent l'idée de 2 flics qui sont très différents, mais passent tout leur temps ensemble et se connaissent mieux que 2 frères. Ce sera ça l'originalité de cette nouvelle série. Même s'il ne l'a jamais dit publiquement, on peut raisonnablement penser que William Blinn, le créateur de la série, s'est inspiré de 2 films policiers majeurs des années 60 et 70. Tout d'abord Bullitt, en 1968, avec Steve McQueen, pour le côté flic cool et les fameuses poursuites en bagnole. Et pour donner un côté plus sombre à la série, on peut encore supposer que l'inspecteur Harry, en 1971 avec Clint Eastwood, a été une autre source d'influence puisque David Soul avait joué un flic dans le 2e film de l'inspecteur Harry, Magnum Force, sorti en 1973. De toute façon, l'heure est au polar urbain brutal avec Gene Hackman dans French Connection et Al Pacino, Serpico. Ce sont des flics plus du tout comme avant et il faut des flics plus jeunes à présent. Le 30 avril 1975, quand Starsky Hutch débarque sur la chaîne ABC, les États-Unis sont en plein doute. La population se méfie du gouvernement après le scandale de Watergate et la démission du président Nixon. La guerre du Vietnam touche à sa fin et c'est la débâcle à Saigon en 1975. La police attise également la méfiance des Américains après plusieurs affaires de corruption et de bavure. Les flics en costume cravate et qui ne faisaient jamais d'erreur, comme vu à la télé avec Steve McGarrett dans White Police d'État et Robert Dacier dans L'Homme de Fer, ne correspondaient plus trop à la réalité. Il fallait donc rajeunir cette image de flic et ce sera Starsky et Hutch. Alors oui, il y avait bien d'autres collègues de nos 2 policiers comme Kojak, Barretta, les rues de San Francisco et on se dit que les années 70 c'était pas marrant du tout parce que leurs enquêtes se menaient au milieu de villes infestées de dangereux psychopathes, des assassins, des violeurs, des trafiquants en tout genre, des dealers, des macs, des prostituées et j'en passe. Mais voilà, ce sera également le quotidien de Starsky Hutch qui devront encore faire face à la perte de leurs petites amies, à une épidémie et à des empoisonnements. C'est donc une première à la télé de voir des flics décontractés en jeans pattes d'éléphant et baskets qui s'éloignent du traditionnel uniforme et du complet cravate. On suit les 2 flics sur le terrain dans les bas-fonds de Los Angeles. Ils se comportent et parlent comme la population au sein de laquelle ils enquêtent et détestent devoir remplir la paperasserie quand ils rentrent au commissariat. On les voit évoluer dans une ville sombre, crasseuse et humide que la série hebdomadaire atténuera ensuite pour montrer des décors ensoleillés, marquant la nette volonté des producteurs de rompre avec quelque chose de trop sombre. Cela doit rester du divertissement. Starsky Hutch était flic à Bay City, une ville imaginaire qui n'existait pas dans la réalité. L'équipe technique a tourné la plupart des scènes extérieures dans le centre de Los Angeles et à San Pedro, en périphérie de la Cité des Anges. Quant aux scènes de commissariat et d'intérieur, elles étaient tournées dans les studios de la Fox sur Pico Boulevard. On voit d'ailleurs ici les 2 acteurs en train de faire les pitres entre 2 scènes de tournage à l'arrière des studios. Un épisode demandait 7 à 8 jours de préparation et 7 jours de tournage, 4 jours en extérieur et 3 jours en studio pour un coût estimé à environ $350,000 par épisode. On connaît tous les 2 flics avec David Starsky, le brun impulsif, gaffeur et marrant, et Ken Hutchinson dit Hutch, alias le blond tempéré et réfléchi. C'était le rendez-vous du dimanche en début d'après-midi sur TF1 de 1979 à 84. Les familles ne rataient pas un épisode après le repas familial. Et la série a encore et encore été rediffusée ensuite. Dès le début du casting, les producteurs et le créateur William Blinn voulaient l'acteur David Soul. Celui-ci les avait marqués en jouant un motard flic dans le 2e film de l'inspecteur Harry, Magnum Force, avec Clint Eastwood. Ce qu'on sait moins, c'est que David Soul voulait d'abord jouer
le rôle de Starsky car il trouvait Hutch, selon ses propres dires, fade et ennuyeux. Pour trouver l'acteur qui allait jouer Starsky, les choses ont été plus compliquées puisque les producteurs ont auditionné pas moins de 80 acteurs différents. Paul Michael Glaser raconte qu'il s'est présenté à l'audition, donc où il y avait plein d'autres prétendants au rôle, puis il s'est endormi dans le couloir et finalement une assistante est venue le chercher. Il a joué la scène tout seul devant les producteurs, il avait des noix dans sa poche et il a commencé à jouer, à les manger en mode totalement décontracté. Ce ton décalé tranchait nettement avec les précédents acteurs qui avaient joué la scène de façon très forte. Mais il restait encore un problème de taille et le plus difficile, voir si l'alchimie entre les deux acteurs allait fonctionner. Et le temps pressait car le tournage allait commencer une semaine plus tard. Le lendemain, Glaser est rappelé par les producteurs et joue une scène avec David Soul. À la grande surprise de Spelling et Goldberg, les acteurs s'étaient déjà rencontrés 7 ans plus tôt en participant à un casting pour devenir comédien. Soul avait été sélectionné mais pas Glaser. Ils ne s'étaient plus revus depuis mais se souvenaient l'un de l'autre et s'appréciaient. Les producteurs laissent les deux hommes se retrouver en observant la scène de loin et bingo, ça a tout de suite fonctionné, l'alchimie était là, Starsky et Hutch était né. Parler de Starsky Hutch sans évoquer son doublage français génial, ce serait un sacrilège. C'est aussi une excellente alchimie. En effet, la série policière n'aurait sans doute pas connu le même succès en Europe sans le talent de Jacques Balutin qui doublait Starsky et Francis Lax qui doublait Hutch. Voici comment il l'explique. Dès qu'on n'était pas en gros plan du point de vue bouche, pour le synchronisme, quand on était sous les tables, quand on était dans la voiture, quand on courait après quelqu'un, on rajoutait des trucs à nous, qui nous faisaient rire de nous. Je veux dire, moi, à chaque fois qu'on me piquait ma bagnole, je gueulais police, comme si j'en faisais pas partie, parce que moi, ça me faisait rire. Et quand ils ont passé la série, ils ont gardé, le premier pilote, ils ont voulu garder ça. Il a essayé un autre coup. Moi, je trouvais que c'était pas mal fait, je trouvais qu'on était bon. En France, ça a eu beaucoup de succès. Quand j'ai vu David Soul, il m'a dit, mais c'est grâce à vous parce que nous, on nous interdisait de faire, on leur interdisait de faire de l'humour. T'es prêt? Qu'est-ce qui se passe? Je sens rien. Quoi? T'as le trac? Moi, je vous sens. Non, mais ça serait normal. La tornade blonde. Attends là, je t'en prie, hein. Pour les fans des années 80, Francis Lax a encore doublé Tom Selleck dans Magnum, Dwight Schultz alias Looping dans Agence Touriste, Michael Talbot qui jouait l'officier de police Stan Switek dans Deux flics à Miami et bien d'autres, notamment des dessins animés. Un grand monsieur du doublage qui nous a hélas quittés en 2013. Le nom Huggy Bear, littéralement Huggy l'ours, vient du nom d'un célèbre disc-jockey californien que le créateur de la série William Blinn avait entendu à la radio. Il ne l'a jamais rencontré mais trouvait que le nom sonnait bien. En France, le personnage a été surnommé Huggy les bons tuyaux car il était l'indique des deux flics. C'est l'acteur Antonio Fargas qui a été choisi pour le rôle. De son propre aveu, il n'a pas passé d'audition et a directement été retenu par le réalisateur du pilote, Barry Shear, qu'il avait déjà dirigé en 1972 dans le film Meurtre dans la 110e rue avec Anthony Quinn. Personnage un peu glauque aux entournures, Huggy apporte une touche canaille tout à fait jubilatoire à la série. Au début, on pourrait penser qu'il s'agit d'un Mac vu la façon dont il traite des filles dans son bar, aimant visiblement l'argent et trempant dans toutes sortes de magouilles. Malgré tout, Huggy a vite suscité la sympathie du public par son côté débonnaire et marrant, renforcé par l'excellent doublage d'Albert Augier. Les bars où les flics passent par la porte d'entrée ont vite une réputation atroce. Les scénaristes le mettent également dans toutes sortes de situations, souvent farfelues. On le voit ainsi en vendeur de bondieuserie, de pierres à adopter, de magasins de vente d'animaux, en bookmaker de courses de souris et même en magicien avec des succès divers au niveau des tours de passe-passe. On se demande d'ailleurs pourquoi il continue à aider les deux flics car cela lui attire pas mal d'ennuis, il se fait kidnapper, tabasser, son bar est saccagé par des malfrats, etc. Pendant la deuxième saison, les producteurs ont pensé lancer un spin-off, une série dérivée centrée sur Huggy dans Pas de chance Huggy, Huggy Bear and Turkey en version originale, le 20e épisode de la saison 2. Mais l'épisode n'a pas fait de bon score d'audience et il n'y aura donc pas de spin-off pour Huggy les bons tuyaux. De son côté, le capitaine Dobey a eu deux visages différents. Dans le pilote, c'est Richard Ward qui joue le capitaine de Starsky et Hutch, connu donc sous le nom de Harold Dobey. Mais les producteurs lui ont ensuite préféré Bernie Hamilton car son travail avant la série les avait impressionnés. Il n'a donc pas passé d'audition. Par contre, en version française, Pierre Garin double déjà le capitaine Dobey dans le pilote et continuera ensuite dans la série hebdomadaire sur les deux acteurs. Ça m'est complètement égal. Rappelez-moi tout le monde. Un de mes hommes a été enlevé. Autoritaire et bougon, avec une allure de gros nounours en surcharge pondérale, le personnage du capitaine Dobey reste attachant car il soutient ses hommes en toutes circonstances et se comporte comme un protecteur au risque de mettre sa carrière en danger. Et si vous y repensez, c'était totalement inhabituel de voir un acteur afro-américain dans un rôle de chef à cette époque. Un fait rare pour être souligné. Dobey, selon moi, reste un des plus beaux personnages de flics de la télévision, toutes époques confondues. D'ailleurs, tant Huggy les bons tuyaux que le capitaine Dobey ont une réelle épaisseur et une vraie psychologie.
technologie, ce ne sont certainement pas les faire-valoir des deux nigauds comme les appelle tendrement leur chef vénéré. Enfin, Bernie Hamilton partage un point commun avec Hutch David Soul puisqu'il était aussi chanteur. À l'époque de la série, il a sorti un album qui s'appelait Captain Dobby Sings the Blues, le capitaine Dobby chante le blues, et l'acteur a même rencontré Bob Marley. De son côté, David Soul a sorti plusieurs albums avec plusieurs titres qui ont été de gros succès en Angleterre et aux États-Unis comme Don't Give Up on Us, et il a chanté et joué de la guitare dans plusieurs épisodes de Starsky et Hutch. La série était très exigeante sur le plan physique pour David Soul et Paul Michael Glaser. Ils étaient au début de la trentaine et en pleine forme, ils avaient vraiment une pêche d'enfer. En dehors du tournage, Paul Michael Glaser faisait des haltères et allait courir avec ses chiens pour maintenir sa condition physique. On le voit même ici en tenue de sport avec Roger Moore, ce qui est marrant et renvoie directement à un autre grand doublage français qui transcende la version originale Amicalement Vôtre, où Michel Roux doublait Tony Curtis et Claude Bertrand Roger Moore. Dans le pilote, pour la fameuse scène reprise dans le générique où David Soul saute sur le toit d'une voiture, l'acteur s'est blessé au coccyx. La plupart du temps, Glaser et Soul ont réalisé eux-mêmes leurs cascades, sauf pour les plus dangereuses. Ensuite, c'était le cascadeur Charles Pisserni et ses hommes qui prenaient la relève. Pisserni était le coordinateur des cascades sur les 92 épisodes de la série, la doublure de Paul Michael Glaser et le réalisateur de seconde équipe. Les fameux dérapages de la Ford Torino, c'était lui derrière le volant. Et on l'a vu jouer dans plusieurs épisodes comme La Randonnée de la Mort dans la saison 1 ou encore Croisière mouvementée dans la saison 2. Ce cascadeur a commencé sa carrière sur la série Les Incorruptibles dans les années 60 où jouait son frère Paul, alias l'inspecteur Hobson. De son propre aveu, Starsky et Hutch a été un grand tremplin pour faire avancer sa carrière puisque grâce à Duke Vincent, producteur associé à Leonard Goldberg, il a ensuite réalisé de nombreuses séries à succès comme Vegas, Hooker, Rick Hunter et bien d'autres. Charles Pisserni a d'ailleurs réalisé 3 épisodes de Starsky et Hutch. Dans les années 90, c'est la consécration quand il est engagé comme coordinateur des cascades sur de gros films hollywoodiens comme Piège de cristal et sa suite, Roadhouse, L'Arme fatale 2 et 3 avec Mel Gibson, Demolition Man avec Sylvester Stallone et Wesley Snipes et bien d'autres. Toujours actif de nos jours, à plus de 80 ans, cet homme est une véritable légende dans le milieu à Hollywood. De son côté, David Soul était doublé par le cascadeur Gary Epper qui joue le rôle du faux Hutch dans Coupable, dernier épisode de la saison 2 où 2 malfrats se font passer pour le duo et commettent des exactions. Venons-en maintenant aux armes, puisque comme dans toute série policière qui se respecte, il y a des échanges de coups de feu, et les policiers font usage donc de leurs armes. Dans le pilote, Starsky a quelque chose qui rappelle le vétéran du Vietnam, car il porte une parka verte dans les escaliers de l'hôtel et utilise un Colt M1911 A1. Dans la série hebdomadaire, il change et utilise un Smith & Wesson modèle 59 doté de poignées en plastique noir et d'un chargeur de grande capacité. À l'époque, le modèle 59 était très recherché, car c'était un des pistolets à double action de 9 mm ayant la plus grande capacité sur le marché américain avec un chargeur de 14 balles, soit une de plus que le Browning High Power. De son côté, Hutch utilise un Smith & Wesson modèle 10 à canon court dans le pilote, et ensuite dans la série hebdomadaire, il utilisera un Colt Python 357 Magnum dans 2 versions différentes, un modèle 4 pouces et un modèle 6 pouces. Soul avait déjà utilisé ce Colt Python dans le film Magnum Force de l'inspecteur Harry, et depuis, le Python est étroitement associé à la série Starsky et Hutch. Enfin, la série dénonce aussi le danger des armes à feu et aborde de front la question des bavures policières dans 2 épisodes. Dans le Paria, 8e épisode de la saison 1, Starsky abat en état de légitime défense un gamin afro-américain de 16 ans lors d'un hold-up et se retrouve au cœur d'une tourmente judiciaire. Tandis que dans Les rues sont à tout le monde, 11e épisode de la saison 3, un jeune flic abat sans raison un ami afro-américain de Starsky et Hutch, ce qui entraîne le fils de cet ami dans une spirale de violence. 50 ans avant l'affaire George Floyd, la série abordait déjà des questions d'actualité à forte résonance sociale et n'était pas qu'une série légère où les 2 flics gagnent toujours à la fin. On se souvient tous de la série avec ses poursuites en voiture et ses dérapages incroyables. La violence mécanique fait partie de l'ADN de la série, c'est comme un cheval de fer pour des cow-boys urbains. Indissociable des 2 flics, la Ford Grand Torino représente vraiment le 3e personnage important de Starsky et Hutch. À l'origine, William Blinn, le créateur de la série, voulait que la voiture des policiers soit une Chevrolet Camaro verte et blanche. Il en avait eu une et avait dû à son regret s'en séparer. Mais Spelling et Goldberg avaient un contrat de location avec la marque Ford. Spelling a donc été voir Georges Grenier, son responsable du département véhicule, en lui demandant de créer quelque chose de spécial pour sa nouvelle série. Grenier a choisi une Ford Grand Torino, un modèle assez banal pour l'époque et pesant 2 tonnes pour environ 300 chevaux sous le capot. Il a l'idée de la peindre en rouge vif et de lui donner un look sport avec une grande bande blanche peinte sur les côtés. Il installe ensuite 4 enjoliveurs en chrome et des pneus plus gros que ceux du modèle original. Enfin, il surélève l'arrière en plaçant des amortisseurs pneumatiques. Pendant tout le tournage de la série, l'équipe a utilisé environ 10 voitures pour les cascades. La plupart ont été fort endommagées vu la conduite agressive des cascadeurs. C'était des modèles de 1974
1974 à 1976 avec une transmission automatique à 3 vitesses qui était la plus courante sur le marché américain à l'époque. L'automatique avait l'avantage d'être plus maniable pour les acteurs et les cascadeurs. L'équipe technique veillait à maintenir 2 modèles de Ford Torino en parfait état de fonctionnement pour tourner les scènes de dialogue et certaines cascades. En réalité, la Ford Torino ne faisait pas le bruit qu'on entend dans les épisodes. Les monteurs son ont rajouté des effets sonores en post-production pour simuler cette puissance mécanique, y compris les bruits de ronronnement quand le moteur tourne à l'arrêt. Alors comment? Le moteur, oui. Mais non, il ronronne amoureusement. Par contre, le véhicule n'était pas du tout réaliste pour des missions de filature ou de surveillance comme l'a souligné David Soul. Et quand la voiture a un grave accident ou explose, on la revoit toute neuve dans l'épisode suivant sans qu'aucune explication ne soit donnée sur son retour en parfait état. En coulisses, Paul Michael Glaser détestait la voiture qu'il trouvait lourde, encombrante et laide. Dès qu'il le pouvait, il essayait de l'abîmer en fonçant dans les bordures à toute vitesse. Il lui avait donné le surnom de tomate rouge enrubanée, un qualificatif que Hutch va d'ailleurs employer dans un épisode à la grande stupéfaction de Starsky. Quand la série a commencé à être diffusée, les jeunes qui la regardaient voulaient absolument avoir la même voiture et vu l'afflux de demandes, Ford a sorti en 1976 une édition limitée à environ 1300 exemplaires. À la fin de la série en 1979, on revoit la Torino dans le premier épisode de Sheriff Fais-moi peur conduite par Cooter, mais aucune explication n'est donnée quant au pourquoi de sa présence dans cette série. Aujourd'hui, il existe encore 2 voitures originales de la série, une se trouve dans un musée de voitures à Las Vegas et l'autre a été achetée par un collectionneur. Quant à Hutch, il conduisait une Ford Galaxy 500 Limited de 1973 qui était toute cabossée. Glaser raconte que lui et David Soul l'ont défoncé à coups de pied de biche et de masse quand ils l'ont reçu afin de lui donner cet aspect. Hutch n'a pas de chance avec cette voiture car il la perd à 2 reprises, elle tombe dans un ravin à la fin de la saison 2. Ensuite, Hutch a une voiture quasiment identique mais elle explose dans la saison 4. Enfin, dans la saison 4, il se rabat sur une Nash Metropolitan de 1955 marron et beige, une petite voiture dans laquelle Starsky refuse de monter. Tout au long de la série et déjà dans le pilote, les 2 flics se lancent régulièrement des vannes sur leurs véhicules respectifs qu'ils n'aiment pas. La musique occupait une place importante dans Starsky et Hutch, notamment durant les poursuites et les scènes dramatiques, ou encore pour marquer les transitions au commissariat, dans les appartements des flics, etc. Pour moi, c'était un vrai régal sonore, et ça le reste encore à ce jour. Si vous écoutez cette vidéo avec le son, vous aurez reconnu quelques extraits ici, quand je passe les panneaux des choses à savoir de 1 à 10. Ensuite, on connaît tous le célèbre générique français chanté par Lionel Leroy, que vous n'entendrez pas ici car on le connaît assez. Je n'ai jamais compris cette volonté de franciser les génériques, car cette chanson était particulièrement inepte, mais il y avait pire encore avec l'agence Touriste ensuite. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que la série a eu 4 génériques différents en version originale, donc sur les 4 saisons, il y a eu 4 génériques différents, soit un nouveau à chaque saison. Pour la première saison, c'était le maître, Lalo Schifrin, le célèbre compositeur de Mannix, Mission Impossible et l'inspecteur Harry. Pour les 2e et 4e saisons, c'était Tom Scott, un célèbre saxophoniste de jazz, et pour la 3e saison, c'était Mark Snow, le même compositeur qui fera ensuite X-Files et Smallville. Mais les producteurs n'ont pas aimé son travail et ont de nouveau fait appel à Tom Scott pour la 4e et dernière saison en réalisant une variante du générique de la saison 2. Vous pouvez voir les 5 génériques en entier sur la chaîne YouTube Morphos Ciné. Et il faut encore souligner que Lalo Schifrin a réalisé plusieurs arrangements musicaux qui font parfois penser à l'inspecteur Harry avec des accents funky pop très réjouissants. Après, la musique a sombré, époque oblige dans le disco vers la fin, pas toujours du meilleur goût. Starsky et Hutch contient les germes de ce qui allait donner naissance à la série policière de 1984 Miami Vice, 2 flics à Miami. Avant de devenir le producteur de cette série à succès et le grand réalisateur que l'on sait, avec des films comme Heat et Collateral, Michael Mann a commencé sa carrière entre autres comme scénariste sur Starsky et Hutch. On lui doit 4 épisodes dont le traumatisant La Vengeance du Texan dans la saison 1 où une femme se fait violer et tuer dès le début de l'épisode. Une scène d'une violence inouïe pour l'époque. Ensuite, on voit aussi Edward James Olmos jouer un petit malfrat dans Esprit et Tula dans la 2e saison, un épisode particulièrement haletant où les flics ont recours au service d'un médium et où Hutch doit courir de cabine téléphonique en cabine téléphonique pour retrouver une jeune fille kidnappée. Et enfin, dans l'épisode Quadromania, dans la 4e saison, on retrouve Philip Michael Thomas en disc jockey avant de devenir le célèbre Ricardo Tubbs, le copain de Sonny Crockett. En plus, cet épisode a été écrit par Anthony Yerkovich, qui sera ensuite le créateur de 2 flics à Miami. Yerkovich a écrit 2 épisodes de Starsky et Hutch avant de partir sur la série Captain Furio et puis de faire Miami Vice. À côté des futures vedettes de 2 flics à Miami, la série a invité plusieurs stars qui allaient devenir célèbres ensuite. Je ne les cite pas tous, mais voici les plus importants selon moi. Richard Kiel, alias Requin dans les James Bond avec Roger Moore, Pat Morita, le futur Monsieur Miyagi des films Karate Kid, Martin Kove, qui sera le sensei John Kreese, aussi dans Karate Kid et Cobra Kai, Carl Weathers, alias Apollo Creed dans les films Rocky, Danny DeVito, qu'on connaît bien pour ses films avec Michael Douglas, mais pas que, Joan Collins avant Dynasty, Roger Mosley en pilote juste avant Magnum, ou encore Linda Carter qui était Wonder Woman à la même époque, et bien d'autres.
Alors la série se termine de manière assez curieuse. Tout d'abord, on pensait que Starsky allait mourir puisqu'il se fait cribler de balles par des assassins engagés par de sombres politiciens, parce que en fait le duo de flics nuisait à leur magouille et ils décident de se venger dans le dernier épisode précisément intitulé « Que la vengeance est douce ». Finalement, la chaîne ABC qui diffusait la série voit les images, les rushs du jour et rappelle la production catastrophe en leur disant non, Starsky ne doit pas mourir, ce qui évidemment a déplu à Paul Michael Glaser parce que lui voulait que son personnage meure, mais il a finalement dû se plier aux exigences d'au-dessus et en coulisses, en effet, il en avait marre depuis 3 ans, depuis la fin de la saison 1, parce qu'il se battait avec les producteurs Spelling et Goldberg pour essayer de faire une série de qualité. Alors selon lui, les producteurs étaient très bons pour vendre leur série aux chaînes de télé, un peu comme on vend une poudre à lessiver, mais la qualité n'était pas leur préoccupation première. Ils estimaient que les acteurs étaient bien payés pour dire un texte et qu'ils devaient leur être reconnaissants de devenir riches et célèbres ensuite. Donc à la fin de la première saison, Glaser voulait quitter la série car il la trouvait, je cite, artistiquement limitée. Et finalement, Glaser se rend compte qu'il va perdre son procès pour rupture de contrat. Il opère une courbe rentrante et revient. Le producteur lui propose quand même un pourcentage sur les bénéfices, le droit de pouvoir intervenir dans l'écriture de son personnage et le feu vert pour réaliser des épisodes. Alors Glaser n'a pas caché qu'il s'ennuyait comme acteur et donc il a voulu devenir réalisateur pour se concentrer sur autre chose. Donc il a appris le métier sur le tas, d'ailleurs comme David Soul, et au final il aura réalisé 5 épisodes, dont certains excellents, et Soul en a réalisé 3. Alors une rumeur a circulé en disant que les deux acteurs avaient reçu une tonne d'argent pour revenir pour une 5e et dernière saison, mais ce n'est pas vrai. Récemment, Glaser a expliqué pourquoi la série s'est terminée. On l'écoute. I think that was a mutual decision. We were tired of them, they were tired of us complaining and always trying to make the scripts better. And so they decided to pull the plug. They had heart to replace us. And that was that. On en a profité comme il fallait. Donc finalement, c'est la lassitude des uns et des autres qui aura usé la série. Faut aussi avouer qu'à l'époque, travailler avec Paul Michael Glaser n'était pas facile pour les scénaristes. La série en a quand même employé 49. L'acteur changeait ses lignes de dialogue pendant le tournage, car il pensait que ce qu'il écrivait était meilleur que ce que les scénaristes avaient pondu, ce qui ne leur plaisait pas, évidemment. Alors avec le recul, Paul Michael Glaser a reconnu récemment qu'il avait été immature émotionnellement, mais il ne regrette pas de s'être battu pour essayer de faire quelque chose de bon. De toute façon, on sentait déjà que la série devenait plus facile, plus fade à partir de la 2e saison. Bah oui, en coulisses, la série a subi d'énormes pressions de ligues de censure et de spectateurs à l'époque qui lui reprochaient d'être trop violente. Bon, évidemment, ça peut un peu faire rire de nos jours si on compare Starsky et Hutch à Dexter ou Breaking Bad ou Les Sopranos. Bon, c'est vrai qu'ils malmènent des suspects sans la présence de leur avocat et ont parfois des comportements sexistes avec les femmes. Les femmes se font aussi sauvagement tuer par des cinglés en tout genre. C'était les années 70, une autre époque. Alors, ces violences sera donc nettement atténuées à partir de la 2e saison et on a vu nos flics mener des enquêtes dans des lieux a priori incongrus, comme lors d'une croisière sur une île des Caraïbes avec un magicien vaudou, dans un salon de coiffure, etc. Alors, ils portaient des déguisements souvent farfelus. On les retrouve en animateur de croisière, en coiffeur, en photographe, pas toujours du meilleur goût. Alors, hélas pour nous, Spelling et Goldberg ont fait de Starsky et Hutch un mélange un peu indigeste de 2 autres de leurs séries à succès de la même époque, La Croisière s'amuse et L'île fantastique, le tout saupoudré d'un peu de policier et d'espionnage à la James Bond. Et comme l'action devenait plus rare, la série s'est focalisée sur la bromance entre Starsky et Hutch. Donc les deux hommes se touchent, se soutiennent quoi qu'il arrive, ce qui a plu évidemment au public, mais a lancé certaines rumeurs à l'époque, affirmant que le duo policier était le premier de la télévision à montrer des flics homo. Alors les acteurs évidemment ont un peu joué la provoque avec quelques photos promotionnelles osées pour l'époque, mais en réalité il n'en était rien. Bref, c'est devenu malheureusement assez grand guignol et c'est dommage, il y a encore quelques rares bons épisodes dans les saisons 3 et 4, mais faut les trouver. Et vous, c'était quoi vos saisons ou vos épisodes préférés? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et enfin, si vous voulez savoir quelle était l'ambiance sur le tournage et les relations entre les acteurs qui étaient invités dans un épisode se rappellent c'était un plateau très professionnel mais aussi drôle. Paul Michael Glaser et David Soul étaient accueillants et chaleureux avec les vedettes invitées, mais ils faisaient souvent les pitres quand les caméras ne tournaient pas.
Alors selon Glazer, les 4 acteurs, Starsky, Hutch, Huggy, Capitaine Dobbin, n'avaient pas de vraie relation en dehors du tournage, car ils laissaient l'alchimie fonctionner à l'écran, et puis rentraient à la maison après de longues journées de tournage. Mettez-vous à leur place quand vous bossez 16 heures d'affilée avec quelqu'un, vous nouez des liens proches, mais vous n'avez pas nécessairement envie de passer encore plus de temps avec lui en dehors. Alors il reste qu'au quotidien, Paul Michael Glazer était quand même assez mal à l'aise avec la popularité de la série, parce que les femmes le poursuivaient dans la rue, venaient frapper à sa porte, il recherchait pas la célébrité, au contraire de David Soul, lui qui adorait venir travailler sur le plateau, il ne faisait pas de vagues avec les producteurs, sauf vers la fin où il a commencé à attraper un peu la grosse tête, il voulait devenir une vedette de cinéma. Mais bon, je lui dédie cette vidéo car il nous a quittés en 2024 et c'était quand même un homme attachant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine!